Bonjour à tous et bienvenue dans le Duel de l'écho en compagnie de Philippe Magnard. Bonjour Philippe, président de Footprint Consultant et éditorialiste à Challenge et sur France Culture. Éric Heyer, bonjour Éric, bonjour. Directeur à l'OFCE. Alors après des semaines de tumulte sur les marchés financiers, Mario Draghi a rassuré hier lundi. Le président de la BCE a affirmé qu'il n'hésiterait pas à agir. Alors que cela signifie-t-il? Quelle est la marge de manœuvre de la Banque Centrale Européenne et des autres banques centrales? Risque-t-on une nouvelle crise mondiale? Je vous propose d'écouter Mario Draghi et on en débat ensuite. Pour rendre la zone euro plus résistante, nous avons besoin d'être aidés dans tous les domaines d'action. La BCE est prête à faire sa part. Comme nous l'avions annoncé lors de notre réunion sur la politique monétaire en janvier, le Conseil des gouverneurs va réévaluer et peut-être reconsidérer sa politique monétaire début mars. Nous n'hésiterons pas à agir. Alors, nous n'hésiterons pas à agir. C'est vrai, Philippe, que les marchés ont du coup plutôt bien réagi. Mais enfin, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les banques centrales européennes n'ont plus véritablement de marge de manœuvre. L'inflation ne remonte pas. Est-ce qu'elle ne crée pas la prochaine crise ? Alors il y a deux questions. D'abord, est-ce qu'elles peuvent encore faire quelque chose? Est-ce qu'elles ont fait jusqu'à maintenant est utile à marcher? C'est déjà une question importante. Beaucoup disent, si les banques centrales n'avaient pas baissé les taux à zéro, maintenant ils sont même en territoire négatif, ce qui est d'ailleurs un truc conceptuellement un peu dingo, en zone euro, au Danemark, au Japon, enfin dans beaucoup de pays du monde quand même. Si elles n'avaient pas fait ça, on serait peut-être dans une situation très très grave qui s'appelle la récession. Ça, on a évité 29. On ne peut pas savoir ce qui serait passé, mais certains disent, si elles n'avaient pas fait ça, on y serait. Alors là, évidemment, ça fait frémir, on est bien content d'y avoir coupé. On n'est pas bien sûr que ce soit grâce à elles qu'on y ait coupé, mais elles peuvent plaider ça. La deuxième chose, c'est est-ce qu'elles n'ont pas été trop loin? Et effectivement, on peut se dire quand l'argent coule à flot, et c'est pas de l'argent, il faut bien comprendre, c'est la liquidité qui est très très abondante. Dans ce cas-là, il y a beaucoup de gens qui peuvent utiliser cet argent pour faire de mauvais placements, faire du spiel, enfin faire de la spéculation. Ces capitaux deviennent extrêmement mobiles. On voit bien maintenant comment ils sortent des pays émergents. Donc il y a des inconvénients avec cette politique. Et puis troisième question qui est très importante, si ça ne s'arrange toujours pas et si on a besoin effectivement, parce qu'il y a un début de crise, de soigner le malade, est-ce qu'il reste des médicaments? Et c'est vrai que quand on a des taux qui sont négatifs, qu'on rachète déjà à pleine brassée la dette d'État de la moitié des pays de l'Union, on se dit qu'ils ne peuvent pas tellement aller plus loin. Donc on prie pour que le malade guérisse avant qu'il y ait besoin de lui redonner des médicaments. Mais comme par ailleurs l'économie mondiale a l'air de ralentir, on peut s'interroger sur est-ce qu'on risque pas d'avoir une rechute du malade et plus de médicaments dans la pharmacie. Donc c'est très problématique. Hein. C'est vrai qu'il y a une espèce de perfusion des banques centrales et on ne sait pas très bien à quel moment il va falloir qu'elles arrêtent Parce que normalement, cette perfusion, elle devait être de courte durée. C'est-à-dire qu'on devait avoir un choc très dur et très puissant, mais de courte durée. Alors, et il fallait aussi qu'il soit coordonné, que ce choc soit coordonné aux États-Unis, au Royaume-Uni et en zone euro. Et le problème, si on refait l'histoire, c'est que les États-Unis et le Royaume-Uni ont fait cette politique à partir de 2009-2010. La zone euro est entrée dans cette stratégie en 2015. Vous voyez qu'il y a ce décalage qui n'est pas bon. Et donc, il est rentré dans cette stratégie avec Mario Draghi tardivement. Très tardivement. Le quantitative easing, il date de 2015. Ça a été annoncé en 2014, mais réellement, ça a commencé en 2015. Donc il y a ce découplage. 7 ans après la crise. Et voilà. Et ça c'est pas bon. Donc on aurait dû faire quelque chose de très puissant en 2008-2009, l'arrêter normalement en 2012, parce que 2012, les économies, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, repartaient, sauf que la zone euro n'est pas repartie en grande partie à cause de cela. Et maintenant, on voit bien qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, ils devraient sortir petit à petit, mais avec le découplage, ils se disent, mais attention, le dollar va augmenter. Or, si le dollar augmente avec les déséquilibres commerciaux qu'ont les États-Unis, c'est une catastrophe. Donc, on voit qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que pour que ça fonctionne, ces politiques-là, il faut aussi que ça marche sur 2 pieds, ou 3 pieds. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des réformes structurelles au même moment et une politique budgétaire accommodante. C'est ce qu'ont fait les États-Unis au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'ils ont, dans un premier temps, laissé un peu filer les déficits pour que la croissance revenant, les déficits se réduisent, non pas parce qu'ils font une austérité sur des mesures. Au Royaume-Uni, ils ont taillé beaucoup dans les dépenses publiques après. Mais alors, ils ont fait en 2008-2009, mais après, ils ont attendu que la croissance revienne aux États-Unis. Donc, en gros, le problème, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi ça ne fonctionne pas? C'est qu'on ne fait que de la politique monétaire. On attend tout de la politique monétaire, de façon découplée, de façon trop longue. Et il n'y a pas ni les réformes structurelles, ni le semblant de politique
politique de demande coordonnée au niveau de la planète. Donc, du coup, effectivement, aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose, mais je suis d'accord avec Philippe, si on ne l'avait pas fait, je pense que ça serait pire. Ça ne sert pas à grand-chose, mais on ne sait pas comment arrêter cela. Comment, à quel moment... C'est la fameuse métaphore. D'habitude, on applique ça à l'inflation. Parfois, on est tenté, c'était plutôt les politiques publiques d'il y a 30 ans, parce que là, on était tenté de laisser passer partir l'inflation et on disait c'est le tube de dentifrice. On sait bien comment faire sortir le dentifrice du tube, on ne sait pas le rentrer. Maintenant, c'est le contraire. C'est-à-dire que cette politique d'hyperliquidité, on a su la déployer, la mettre en œuvre, même si c'était tardif en Europe. Mais que ce soit aux États-Unis, parce qu'ils ne sont pas tellement plus avancés aux États-Unis, tout le monde hésite parce qu'on ne sait pas bien comment faire rentrer le dentifrice dans le tube. D'où les risques. Alors, il y a des risques également du côté des pays émergents. Philippe, la Chine, les États-Unis sont moins solides que prévu. Puis la chute du prix du pétrole qui entraîne de fortes déstabilisations du côté des pays producteurs. Est-ce qu'on pourrait effectivement retrouver une crise proche de celle de 2008 ? Ce qui fait trembler les marchés et un certain nombre d'experts, c'est effectivement l'idée de la perfect storm. C'est-à-dire, si on avait un ralentissement américain qui finira bien par arriver, puisqu'ils sont, eux, en train de galoper depuis 7 ans maintenant, un ralentissement chinois, 25 ans de rattrapage au pas de charge, ça ne se fait pas sans créer des déséquilibres. Il y a beaucoup trop d'endettement privé, il y a beaucoup trop d'investissements publics en Chine. Donc, la Chine est fragile. Si vous rajoutez à ça le fait que le Brésil ne va pas fort, que l'eurozone est en train de se demander si elle ne va pas replonger, etc., que l'Allemagne ralentit, ce qui est relativement inattendu, mais elle est l'un des principaux fournisseurs de la Chine, donc évidemment elle souffre, que le Royaume-Uni, qui a quand même formidablement marché depuis 2-3 ans, va légèrement moins bien et a des interrogations à cause du Brexit, on peut se dire si tout ça arrive en même temps, on est mort, c'est vrai. Et en plus, il y a tout ce problème de politique monétaire. Mais l'histoire montre qu'en règle générale, toutes les craintes ne sont pas fondées. Donc peut-être qu'on échappera quand même à une grande partie de ces perspectives épouvantables. On a raison d'avoir peur, parce que si jamais tout ça se passe en même temps, oui, ça ira très mal. En même temps, il n'y a pas de raison de penser que tout ça va nous arriver en même temps avec une probabilité de certitude. Et puis alors, le pétrole est en train de remonter. Parce que là aussi, c'est quelque chose d'amusant. Pendant longtemps, on trouvait ça une bénédiction, la baisse du prix du pétrole. S'il baisse trop bas, il y a tellement de pays producteurs qui souffrent tellement que ça crée un facteur d'instabilité économique et géopolitique. Oui, il n'y a pas que des avantages. Voilà, c'est ce qu'on commence à voir. Politique, justement, vous parliez de politique structurelle, Eric. Alors vous avez signé avec 80 économistes une tribune pour sortir de l'impasse économique, justement, avec Michel Aglietta, Philippe Ashkenazi, pour une politique économique alternative contre la thérapie de choc. Et dans vos solutions, vous préconisez des investissements, en l'occurrence des investissements dans le vert, un programme de soutien de 40 milliards d'euros par an, financé pour une part, si j'ai bien compris, par un redéploiement du pacte de responsabilité et puis par de l'endettement. Donc vous ferez plus de dettes, c'est ça qu'il faudrait faire ? Enfin, disons que on part du principe qu'aujourd'hui, la politique qui est menée en Europe ne fonctionne pas. C'est-à-dire que globalement, la zone euro est quand même la seule zone au monde qui est en récession en 2012, 2013, 2014. Que si on regarde les États-Unis, effectivement, ont fini leur cycle de croissance, ils sont à 5% de chômage. Nous, on va commencer peut-être cette crise économique alors qu'on est déjà avec nos déséquilibres, c'est-à-dire avec à peu près 10% de chômage en zone euro et avec des divergences au sein de la zone euro, avec des pays qui sont déjà sortis et d'autres pays qui s'enfoncent dans la crise économique. Donc on se dit, il va bien falloir qu'on réfléchisse à une nouvelle gouvernance européenne qui limite en fait ces divergences entre les États et qui arrive à promouvoir une croissance économique. Donc la croissance économique, elle est... Par l'investissement. Oui, c'est l'investissement qui est la variable clé. Or aujourd'hui, vous rejoignez le plan Juncker qui n'a jamais vu le jour. Voilà, globalement, c'est un plan Juncker, mais puisqu'il ne voit pas le jour... Un vrai plan Juncker. Oui, puisqu'il ne voit pas le jour, il faut... Soit on essaie de le relancer, mais on voit bien qu'il y avait des effets de levier qui étaient extrêmement et beaucoup trop importants et avec des taux d'intérêt aussi faibles, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça veut dire que si ça ne se fait pas au niveau européen, il faut le faire au niveau national. C'est-à-dire que ça doit être impulsé au niveau national. Et on une sorte de grand emprunt, comme avait pu le faire Nicolas Sarkozy. Oui, on est dans un monde complètement hallucinant avec des taux d'intérêt négatifs et avec des taux d'intérêt sur la dette publique à 6 ans qui sont négatifs encore et à 10 ans qui sont aux alentours de 0,5. On peut encore s'endetter, c'est ça que vous voulez dire ? On peut dire qu'aujourd'hui, si on considère que dans l'avenir, il y a tout de même des dépenses sur l'environnement, sur les transports, sur le logement, sur l'urbanisme, qui vont devoir être faits. On peut très bien... profiter de cette situation un peu hallucinante de taux d'intérêt extrêmement bas pour s'endetter aujourd'hui, pour pouvoir faire les investissements de demain. Alors Philippe. Il y a dans cette tribune, moi, des choses que je signerai dès demain. Je pense que l'idée d'un investissement public d'infrastructures, alors parler de verre, ça me paraît un peu exagéré, mais enfin, ce pays est en train de perdre la qualité de ses infrastructures. Tout le monde voit bien que les autoroutes, les ponts, enfin, on n'est plus dans le pays très moderne de ce point de vue-là qu'on a tant vanté pendant longtemps. Il y a besoin d'investissements publics massifs. Qui n'a jamais pris les trains de banlieue en Ile-de-France ne sait pas de quoi on parle. C'est terrible la situation de ce pays. Donc oui, ça, il faut le faire. Financer, comment le financer ? Voilà, moi, là où je ne suis pas d'accord avec la tribune, c'est qu'on nous dit que
par ailleurs, il faut développer les postes de fonctionnaires, machin et tout. Non, il faut au contraire, à mon avis, tailler, mais alors de manière drastique, dans la dépense courante qui n'est pas productive et qui surtout consiste à endetter le pays au détriment des générations futures alors qu'elles n'en bénéficieront pas. Donc ça veut dire masse salariale, moins de fonctionnaires. Oui, bien sûr. Écoutez, la sphère non marchande en France empèse la compétitivité du pays. Le dernier problème de compétitivité du pays, c'est ça. Donc, faisons cet arbitrage, réduisons la dépense courante qui n'a pas grand intérêt économique et fixons du capital. Ça, en plus, c'est légitime de le faire payer par nos enfants. Mais faire payer par nos enfants le développement des postes de fonction publique dans les territoires, ça, moi, je suis assez sceptique. Donc, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. On sait très bien que c'est pas... Minute, hein. Non, mais c'est pas les dépenses de fonctionnement de fonctionnaires qui pèsent sur l'économie française. On voit bien que lorsqu'on ne remplace pas un fonctionnaire, c'est important. Oui, mais quand on ne remplace pas un fonctionnaire qui part à la retraite sur 2, ça fait économiser 500 millions d'euros. Alors on peut toujours dire vous faites ça pendant 20 ans, excusez-moi. Ok, d'accord, mais le choc de court terme, il sera pas là. Vous voyez bien que là, il nous faut un choc d'à peu près 20 à 30 milliards. Donc de se dire que on va le financer. Il faut baisser la dépense publique, tout de même cette dépense-là. Mais baissons-la, mais faisons ce que dit Philippe là-dessus. Mais vous verrez qu'on va gagner 1 milliard par milliard. Et donc faisons-le et commençons-le tout de suite. Mais on voit bien qu'on ne peut pas gager ça et on ne peut pas dire tout ce qu'on aura économisé, on le réinvestira, sinon ça sera des petits chocs d'1 milliard ou de 2 milliards, ça ne suffira pas. Donc aujourd'hui, il nous faut un choc un peu plus important et donc ça ne peut pas se gager que par la réduction de la dépense publique parce qu'on Ce qui va finalement vous donner raison, c'est que les Allemands... par investissement en France, c'est ce que vous dites. Mais les Allemands vont finir par vous donner raison parce qu'il ne faut pas oublier que les Allemands, ils sont rentiers. La baisse des taux d'intérêt commence à inquiéter énormément les retraités. Vous allez rire, ils votent et je pense qu'à un moment, les Allemands, le pouvoir allemand, entre des taux d'intérêt trop bas pour que les retraites soient payées et des dépenses du type de celles que décrit Eric, ils choisiront la deuxième option pour pouvoir faire remonter les taux parce que sinon le pays pourra tout simplement pas vivre. Donc on pourrait imaginer à nouveau un plan Juncker parce que c'est vrai que pour l'instant il n'a pas vu le jour. Peut-être quelques pays européens qui pourraient se mettre d'accord. Parce que l'autre problème du plan Juncker, c'est qu'on ne sait pas où est-ce que ce plan Juncker aurait été, dans quel pays, et on voit bien que les pays qui ont le moins investi dans les infrastructures, en fait, c'est l'Allemagne, et donc il y avait une grande chance que ce plan Juncker... une marge de manœuvre pour le coup. Exactement. Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.